حركة حماس تحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية. حركة حماس تحذر الاحتلال مجددا من تكرار مثل هذه الحماقات. אין לנו שום כוונה לאפשר לעיבורים האלה לעבור ללא מענה. הגבנו בו במקום, ואנחנו נפעל בצורה הנכונה ביותר והעוצמתית כפי שתידרש. Bonjour à tous, bon réveil et joyeux Noël. On est ensemble pour 2 heures d'informations, de débats et de découvertes. Voici le programme de ce jeudi 25 décembre. Avigdor Lieberman prend des positions de plus en plus éloignées de la droite dure et se rapproche du centre. À quoi joue le ministre des Affaires étrangères de Benjamin Netanyahou? C'est ce que nous tentons de comprendre. Les chrétiens fêtent donc Noël et cette année plus que jamais, les regards du monde sont tournés vers les chrétiens d'Orient. Les chrétiens ont-ils un avenir au Proche-Orient? Nous en débattrons. Et enfin, en dernière partie du Morning, vous découvrirez comment l'État islamique prépare sa propagande dans des langues étrangères, dont en français. Voilà donc pour le programme de ce morning, de ce matin de Noël. Je suis en compagnie de Boaz Mismut, bonjour. Bonjour. Éditorialiste au sein du quotidien Israël Hayom. Jacques Neria, bonjour. Bonjour. Consultant sur les affaires militaires pour notre chaîne. Et Maurice Ifergan, rédacteur en chef au sein de la News. Et on commence avec vous, avec la revue de presse pour savoir un petit peu ce que fait l'actualité ce matin de Noël. Vous allez voir ce que fait l'actualité. Israël Hayom titre sur la plus grosse affaire de corruption de l'histoire d'Israël. Tout reste dans le parti, titre le quotidien gratuit, puisque l'affaire concerne des proches et des dirigeants du parti Israël Beitenou. Au centre des soupçons, la vice-ministre Fania Kirschenbaum et l'ex-ministre Stas Mesejnikov. La méthode des associations, des organisations sportives et même des municipalités ont reçu des budgets en échange de la nomination de proches du parti dans ces institutions. L'enquête dure depuis plus d'1 an et le commandant de la police dément les affirmations des responsables du parti d'Israël Beitenou qui affirment qu'il s'agit d'une conspiration politique à la veille des élections. On va en reparler dans quelques instants. On va regarder tout à l'heure un reportage, on débattra de cette affaire de corruption. En attendant, on continue d'ailleurs sur le même sujet avec le Jerusalem Post. Avec le Jerusalem Post qui titre sur les dernières déclarations de Lieberman. Il faut dire qu'il y en a pratiquement tous les jours. Le quotidien titre « Le camp national pragmatique ». Le leader du parti Israël Beitenou ne s'est pas démonté après les accusations de corruption au sein de son parti et dit qu'il n'était au courant de rien et il s'est contenté de répéter la réaction officielle d'Israël Beitenou. Par contre, il est habitué aux accusations de corruption à chaque élection. Par contre, Avigdor Lieberman poursuit sa mue politique et a mis au point un nouveau concept. Écoutez, les prochaines élections, une course entre 3 camps, a-t-il dit. La gauche utopique, c'est pas lui. C'est celle qui veut poursuivre les accords d'Oslo, dit-il. Le fanatisme de l'extrême droite qui ignore la réalité. Entendez Bennett. Naftali Bennett, c'est pas encore lui. Et enfin, le camp national pragmatique, vous l'aurez compris, c'est la nouvelle ligne défendue par Avigdor Lieberman et le ministre des Affaires étrangères de plaider pour un accord diplomatique régional en vue de régler le conflit israélo-palestinien, mais aussi de garantir notre avenir de puissance économique. Le troisième homme qui veut être Avigdor Lieberman. On continue cette fois avec un sujet plutôt sécuritaire avec l'incident Yediot Ahronot titre « Le Hamas n'a déjà plus peur » après l'incident d'hier. C'est le titre de l'édito du quotidien en tout cas qui affirme que la force de dissuasion de Tsahal face au Hamas s'est déjà dégradée. Qui se souvient, écrit l'éditorialiste, des promesses que l'on nous avait faites cet été, de longues années de calme après le dernier round de combat où de ces déclarations le Hamas a pris un coup tellement fort qu'il ne relèvera plus la tête de sitôt, exactement comme on nous avait assuré pour le Hezbollah après la seconde guerre du Liban. De plus, l'incident d'hier dément les estimations selon lesquelles le Hamas n'était pas impliqué dans les derniers incidents de ces derniers jours et qu'il était le fait de groupes marginaux. Aujourd'hui, écrit le quotidien, plus aucun doute, c'est le Hamas qui endosse la responsabilité des tirs de sniper d'hier contre une patrouille de Tsahal et a mis en garde Israël contre toute riposte. Conclusion, la dissuasion
de Tsahal ne fonctionne plus. Jacques, tout à l'heure, on aura beaucoup de questions à vous poser sur ces questions de force de dissuasion israélienne. On va y revenir dans quelques instants. Un petit coup d'œil sur le Jordan Times. Nos voisins jordaniens s'inquiètent sur le sort de leur pilote qui a été capturé par l'État islamique. Le pilote de l'armée de l'air jordanienne, le lieutenant Mouad Kassabeh, a été capturé hier après le crash de son F-16. Alors, l'état-major jordanien confirme que le pilote effectuait une mission contre des positions de l'État islamique dans la région de Raqqa, au nord-est de la Syrie, et ce dans le cadre des frappes des Alliés. De leur côté, les États-Unis, qui expriment leur sympathie pour la famille du pilote, ne peuvent confirmer si l'appareil a été descendu par Daesh ou si le crash est dû à une avarie technique. Dans les deux cas, c'est un mauvais point pour les fabricants d'avions. En tout cas, le Jordan Times fait état d'un élan de solidarité vis-à-vis du pilote dans les médias sociaux. Cela me brise le cœur et me révolte de voir ce que ces terroristes font au nom de la religion, écrit un des internautes sur une page Facebook spécialement créée pour l'occasion. On revient en Israël avec cette fois-ci le journal de gauche qui fait une enquête approfondie sur ce qui se passe au sein de l'organisation de l'État islamique. Le quotidien consacre un titre à la une et une page entière aux premières dissensions au sein de Daesh. Selon Haaretz, la semaine dernière, il y a eu des premières défections, des désertions et une controverse dans les rangs de l'organisation djihadiste. Le journal nous dit qu'une centaine de volontaires étrangers ont été exécutés après qu'ils aient tenté de déserter les rangs de l'organisation en Syrie et même d'organiser un putsch contre le calife el-Baghdadi. Selon Haaretz, pour l'heure, les grincements de dents sont locaux, mais ils pourraient bien mener à la scission de certains groupes et affaiblir ainsi l'organisation. Merci beaucoup Maurice Yvergan pour cette revue de presse. Alors on a beaucoup parlé d'Avigdor Lieberman dans tous ces titres de presse. Il y a deux affaires en réalité qui concernent Avigdor Lieberman ce matin. D'une part, ses déclarations politiques sur cette fameuse troisième voie qui serait la solution. Et d'autre part, les affaires de corruption. On va commencer avec celle-ci. Il s'agirait d'un immense scandale qui impliquerait une trentaine de personnes. Regardez les explications de Cyril Aymar. Un coup de filet anticorruption en pleine campagne électorale. La police israélienne a décidé de rendre publique mercredi une enquête en cours sur une affaire de corruption qui éclabousse le parti Israël Beitenu, la formation politique dirigée par le chef de la diplomatie israélienne, Avigdor Lieberman. Parmi la trentaine d'interpellés, Faina Kirschenbaum, vice-ministre de l'Intérieur, et Staj Misejnikov, l'ex-ministre du Tourisme. Diligentée depuis plus d'un an par la brigade anticorruption 433, l'enquête aurait été ouverte suite à des soupçons de malversation de plusieurs millions de shekels, mais aussi des accusations de blanchiment d'argent, de fraude et d'abus de confiance. Voici comment, selon les soupçons, fonctionnait ce système parfaitement huilé. Les suspects transfèrent illégalement d'importantes subventions à des associations ou à des organisations non gouvernementales en échange de pots de vin ou de petits pistons dans la nomination d'un proche. À la manœuvre, Faina Kirschenbaum, c'est elle qui serait le relais entre tous les protagonistes. Mais la vice-ministre réfute en bloc. Je l'ai appris par les médias. Je ne sais pas pourquoi je suis convoquée, mais ce que je sais, c'est que je suis sûre de mon intégrité. Le parti de droite, lui, crie à la chasse aux sorcières. Comme à chaque élection depuis la formation d'Israël Beitenu en 1999, la police n'a pu résister à la tentation de lancer des arrestations très médiatisées contre les membres de notre parti. Cela montre qu'il y a bien une intention de nuire à Israël Beitenu. Une accusation de manipulation électorale balayée d'un revers de main par la police. Une police selon laquelle il s'agirait de la plus grave affaire de corruption de toute l'histoire d'Israël. L'enquête se poursuit depuis plus d'un an. Si elle a été rendue publique, c'est uniquement en raison des preuves qui ont été réunies et pour des considérations purement professionnelles. À moins de 3 mois des législatives, Avigdor Lieberman, le chef de file d'Israël Beitenu, se serait bien passé d'un nouveau scandale. Lui qui a fait son retour en force en politique en novembre de l'année dernière, après avoir été acquitté par la justice dans une affaire de corruption. Alors, mes invités bouillent d'impatience de pouvoir réagir. Boaz, c'est vrai qu'à sa décharge, Avigdor Lieberman, à chaque élection, on lui refait le coup. À chaque scrutin, on dit Avigdor Lieberman va être inculpé pour des affaires de corruption et jusqu'à présent, il s'en est toujours sorti. Il n'est pas le seul. C'est vrai qu'en Israël, il faut toujours faire très attention. C'est pas encore, les gens n'ont pas encore été inculpés, bien sûr. Mais il y a quand même une chose qu'il faut dire aux téléspectateurs, auditeurs. On parle beaucoup, bien sûr, du Hamas. On parle beaucoup, bien sûr, des Palestiniens, des menaces, de Daesh.
Mais quand même, la corruption est une énorme menace pour un État. Quand même, la corruption peut faire couler un État. Et je crois qu'il y a beaucoup trop d'affaires en Israël. Et comme vient de dire votre journaliste, l'affaire la plus grave. Combien de fois on a entendu cette phrase les dernières années, l'affaire la plus grave de corruption? Et je crois que ça, c'est quelque chose que les Israéliens méritent un peu mieux. Non, ce qui concerne cette affaire elle-même, alors c'est vrai qu'il y a une trentaine, c'est vrai qu'il faut attendre. Je pense, je vais un peu prendre un risque et dire que je suppose que plus de la moitié peut-être ne vont pas être inculpés et vont rentrer chez eux propres sans aucun problème. Mais quand même là, c'est une affaire quand même dans laquelle on peut se poser certaines questions. Alors peut-être la question la plus importante, ou deux. La première question, bien sûr, est-ce qu'il y a un rapport avec les élections? Parce que les élections, c'est le 17 mars et cette affaire explose maintenant. Pourquoi maintenant? Alors on peut se poser une question. Certains, bien sûr, les adeptes ou les sympathisants de Lieberman vont dire, bien sûr, c'est un coup bas pour le théorie du complot. Sauf qu'on peut aussi se poser une question. Souvenez-vous, avec par exemple d'autres cas qu'on a eu dans le passé avec un président, par exemple, ou un premier ministre par la suite, quand on a dit, oui, on a suspecté telle ou telle chose, mais on n'a rien dit, on n'a rien fait, on a attendu. Puis ensuite, quand l'homme est en position, et ben là, c'était peut-être un peu trop tard, intouchable. Alors là, cette question peut se poser. La deuxième, c'est est-ce que Lieberman savait, oui ou non? Une autre très bonne question. Il faut savoir une chose, Israël Beitenu est quand même un pays... Il est concerné directement par ce scandale? Alors pour l'instant, bien sûr, il n'est pas concerné. La grande question, le savait-il ou pas? Alors, il y a une chose, bien sûr, pour l'instant, on va lui laisser, bien sûr, on va lui donner le crédit de ne pas avoir su. Sauf le bénéfice du doute. Sauf que le bénéfice du doute, bien sûr, parce que nous sommes des gentils sur I24. Sauf que, il faut savoir une chose, c'est quand même un parti qui est très centraliste. Le monsieur contrôle tout. Monsieur contrôle tout, même l'idéologie qu'a priori ce matin, j'apprends qu'il ne l'a toujours pas. Donc, c'est-à-dire que ce monsieur qui contrôle tout, finalement, alors là, dans ce cas-là, des membres de son parti, le directeur général du parti, Faina Kirschenbaum, quand même le bras droit de Lieberman, n'était pas consciente. Alors, comme je dis avant, on va lui laisser le truc du doute, mais c'est quand même une histoire très très grave pour ce parti. Il faut rappeler encore une chose quand on parle d'une affaire très très grave. Bien sûr, les autres partis, bien sûr, vont se précipiter pour accuser. Il faut rappeler en Israël que malheureusement, là, on parle du directeur général du parti Israël Beitenu. Il y a quelques années, le directeur général du parti Kadima. Oui, ça sent pas très bon tout ça. C'est pas très bon. Mais d'un autre côté, et là je vous pose la question à tous, vous disiez que ça peut porter atteinte à un pays, c'est l'affaire de corruption. De notre côté, de voir une justice suffisamment forte pour destituer un président, le mettre en prison, mettre un ancien premier ministre en prison aussi, ça renforce un sentiment de confiance de la population envers les institutions. Écoutez, d'un côté, la population en a marre. Et on ne croit plus aux politiciens. On sait très bien qu'ils sont corrompus. Généralement, vous poserez la question à 90% de la population d'Israël. Ils vous diront qu'ils n'ont aucune confiance dans ce que disent les politiciens, dans ce que font les politiciens. Et surtout, que je dirais que cette affaire, quand il y a de l'argent, quand la femme de César est occupée avec de l'argent, donc il n'y a plus de femme de César. Elle n'est plus dans la lignée royale. Donc là, effectivement, c'est une question d'interprétation. C'est-à-dire que ce qu'il y a, c'est que durant ces dernières années, nous avons vu nos prisons se remplir de présidents, d'ex-ministres, qui retournent en politique derrière. Hein. Tout à fait. Mais il y a encore c'est vrai, c'est juste ce que vous dites. Et en plus, le point est très grave. C'est dans cette affaire-là, bien sûr, qui discrédite la classe politique. Et par ailleurs, c'est pas étonnant qu'aujourd'hui, en Israël, quand vous voulez regarder les grosses têtes, les cerveaux et tout ça, vous n'allez pas les trouver à la Knesset. Très franchement, sans vouloir être méchant, vous allez dans les hôpitaux, au centre Weizmann, c'est là-bas où vous trouvez les lumières si vous voulez. Mais concernant, si on revient un petit peu à cette affaire-là, pourquoi est-ce que vraiment les citoyens israéliens, lorsqu'ils se réveillent ce matin ou hier matin et il apprend la nouvelle, il est vraiment frustré, énervé, en colère, comme Jacques vient de le dire à l'instant. En plus, c'est de l'argent de quoi? C'est en fait de l'argent des impôts. Voilà, en fait, on a utilisé de l'argent des impôts. Qui paye les impôts? Qui paye les impôts? C'est monsieur tout le monde. Monsieur Cohen, monsieur Lévy, monsieur Dupont, monsieur ce qui vous voulez. Ça va renforcer le thème social, le thème de la pauvreté en Israël, ce genre de débat, ou pas du tout? Ça va juste... Le discrédit et la méconfiance, et peut-être justement, encore une fois, je me trompe peut-être, mais qu'est-ce que ça peut provoquer? Peut-être on verra un plus gros taux d'abstention. Écoutez, il est évident que ces élections-là, c'est peut-être les élections, et croyez-moi, je les suis depuis les premières élections que j'ai suivies, c'était 77, assez de près. Bon, j'étais plutôt jeune à l'époque. Mais chaque fois, on dit que c'est les élections les plus importantes. Là, très franchement, je pense vraiment, quand on regarde ces élections dans lesquelles on va traiter des questions vraiment de fond. C'est peut-être, et pour l'Israélien, je dirais que ces questions-là, ça va être des élections sur des valeurs sans valeur. Alors, entrons dans les débats de fond, justement, Maurice. Je voulais tout de même dire quelque chose. On a commencé par dire que ces élections étaient totalement inutiles avant de dire qu'elles étaient les plus importantes. La deuxième chose que je voudrais vous soumettre comme réflexion... Elles sont toujours inutiles pour le parti au pouvoir. Sur des questions personnelles. Si on s'en tient à ce qui s'est passé dans les dernières années, finalement, ces histoires de corruption ont toujours finalement porté
pas atteinte au parti, mais les ont aidés à passer une certaine barre. Maintenant, Avigdor Lieberman va jouer la victime. Et la victime, c'est toujours payant. C'est-à-dire que les dernières élections aussi. Alors, entrons dans les questions de fond, parce que vous disiez, ce sont des élections sur le fond. Avigdor Lieberman, hier, a... D'abord, pour Unity, juste une remarque, je suis obligé de répondre. On terminera des élections inutiles. Quand on voit un gouvernement qui était aussi ingérable, avec 4 têtes chacun qui amène de l'autre côté. Donc, très franchement, est-ce que vraiment, quand on dit que ces élections étaient inutiles, est-ce que c'est vraiment vrai? C'était aussi un gouvernement inutile. Alors, Lieberman, est-ce que Avigdor Lieberman est la troisième voie? Hier, on a appris dans le Haaretz, sur la une du Haaretz, qu'Avigdor Lieberman aurait critiqué la gestion du dossier palestinien par Netanyahou. Il estimait que le statu quo était un échec et qu'on allait devoir affronter un tsunami diplomatique. Et donc, il est pour un accord diplomatique avec les Palestiniens. J'ai une vraie question à vous poser tout d'abord, Boaz. En 2009, dans la presse internationale, on présentait Avigdor Lieberman comme le grand méchant d'extrême droite. L'affreux extrême droite Avigdor Lieberman, aujourd'hui c'est un centriste. C'est un caméléon. C'est un caméléon. Non, voilà. C'est quelqu'un qui est finalement pragmatique et qui s'adapte finalement. Et ce que Lieberman veut aujourd'hui, avant tout... Que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'il faut savoir une chose. Toutes les élections, que ce soit tous les 4 ans ou tous les 2 ans, sa base électorale, elle se réduit. Il faut savoir comment votent les électorats de Israël Beitenu. C'est pas un électorat finalement qui reste avec son parti. Il était le 3e homme en 2009. La vieille génération, dès qu'elle disparaît, c'est des électeurs de Lieberman qui disparaissent aussi. La jeune génération des électeurs ou les enfants des électeurs de Lieberman ne votent plus Lieberman. Ils peuvent voter Lapid, ils peuvent voter Beit Yehudi, ils peuvent voter Likud, ils peuvent voter Herzog, mais ils ne votent pas pour Lieberman. Donc en fait, il est devant là sa dernière chance pour être Premier ministre. Bien sûr, en rotation, parce qu'il sait qu'il ne pourra pas faire avoir une rotation cette fois-ci. Une rotation, c'est-à-dire il va se joindre à Boji Herzog ou à Tzipi Livni. Il va dire non, ministre des Affaires étrangères, je l'étais déjà, ministre de la Défense, ça ne m'intéresse pas, je veux être Premier ministre. Il peut dire par ailleurs la même chose aussi à Netanyahou. Si avec Bennett, il se rapproche des 30 et pas des 40 mandats, ce qui va être presque mission impossible pour Netanyahou. Je reviens à Lieberman. Vous posez une très bonne question dans le sens où tout à coup, et je vais souvent dans des forums internationaux, et je vois à quel point ce monsieur qui était infréquentable, qu'on ne voulait même pas voir, quand il venait à Paris, à l'Élysée, au Quai d'Orsay, on avait peur, c'était presque un lépreux. Et pas Sarkozy qui le recevait. C'est presque un lépreux. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, c'est pas nouveau. On a connu ça déjà avec Ariel Sharon. Souvenez-vous que lorsqu'Ariel Sharon gagne les élections, comment le monde entier, le boucher arrive. Je me souviens encore des caricatures en France. Et tout à coup, dès qu'il rend quelque chose, donc cet homme sait comment plaire au monde. En plus, il voit que la menace vient de droite. Alors, il se dit 2 choses. Est-ce que je vais aller plus à droite que Bennett? C'est une possibilité, mais Bennett, déjà, c'est un peu trop droite. Ou est-ce qu'au contraire, je vois qu'il y a un vide? Il y a un vide, justement, à gauche. Et dans le centre, il y a toujours ces partis à la mode, mais un petit peu éphémères. Sur cette lignée, je pense que Lieberman se considère aujourd'hui être en plein centre. Donc, je dirais, mais c'est sincère ou c'est purement pragmatique? Non, c'est un fin politique. Il comprend que la droite comme la gauche auront besoin de lui pour avoir une majorité. Sans être méchant pour Lieberman, il s'est transféré au centre. Voilà. Mais c'est sincère, ça veut dire une fois, s'il est élu et qu'il arrive au pouvoir, il va pratiquer une politique de centre ou il va pratiquer sa politique originelle? Il n'a pas le choix. Bennett a déjà pris possession de la droite. Bennett. Donc tous les citoyens qui vont voter pour la droite voteront Bennett. J'ai parlé à certains la semaine dernière, justement, parmi les personnes citées maintenant dans cette affaire, avant qu'ils aient été cités, bien sûr, mais même aujourd'hui, bien sûr. Non, mais je vais vous dire une chose. C'est-à-dire, dans Israël Beitenu, lorsqu'on parle aux responsables, ils vous disent la chose suivante. Aujourd'hui, quel est le pays aujourd'hui qui subit le plus de pression, qui est sur le banc des accusés? Pas Israël, c'est la Russie. Bon, ils connaissent bien la Russie, souvenez-vous. Nous, on est les prochains. Et donc, vous les entendez parler. Quand vous entendez aujourd'hui les responsables d'Israël Beitenu, ils vous disent, aujourd'hui, compte tenu du fait que nous sommes les prochains après la Russie, et quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur la scène internationale, il est temps qu'on fasse des concessions. Et il vaut mieux, quand ça vient d'Israël Beitenu, être bien assis, sinon vous tombez. Sur ces questions de concessions, est-ce que ça veut dire qu'Avigdor Lieberman, demain, est un partenaire pour créer une coalition de centre-gauche sous la direction de Herzog? Il l'a dit. Mais les partenaires, il a dit très ouvertement. Avec le Meretz, sauf qu'il y aura quand même un problème. Je vois pas encore le Meretz avec Zahava Galon. Meretz extrême gauche, on rappelle. Et surtout, n'oubliez pas aussi que c'est un parti, vu peut-être les mandats, qui aurait besoin du soutien des partis arabes de l'extérieur, comme on a vu à l'époque de Rabin. Et là, je vois pas encore les partis arabes, y compris la grande sioniste Madame Zouabi, se joindre et soutenir le ministre des Affaires étrangères. Son avenir pour le moment est un peu flou, y compris pour son parti. Y compris pour elle-même.
y compris pour elle-même. Est-ce que ce glissement d'idées est lié à l'affaire de corruption? À savoir, à chaque fois... D'abord, il a été acquitté. D'abord, ce monsieur, il faut quand même... D'accord, mais pour son parti, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un homme politique un peu trop à droite... mais il a commencé déjà le virement. Comment ce revirement? Il faut être honnête. Le public israélien verra ici certainement, je dirais, le complot de Danino, du chef de la police, qui avait des problèmes avec son ministre Aronovitch. Donc, il était au bord d'être licencié et remercié. Et puis maintenant, grâce aux élections, finalement, il se retrouve avec le chef de la police. Le chef de la police, il se retrouve bien assis et puis parce qu'on ne peut pas nommer avant les élections un nouveau chef de police. On ne peut pas changer. Donc il est là et il a plein le cœur, il a plein les entrailles contre son ministre et les Israéliens penseront immédiatement que c'est Aronovitch étant ministre de Victor Lieberman. Tout à fait. On rappelle tout à fait. Et Aronovitch fait partie de Israël Beitenu, donc c'est l'homme de Lieberman. Donc c'est comme ça que les Israéliens vont voir les choses. Une dernière question, on terminera là-dessus, on entrera sur les sujets sécuritaires. Est-ce que Avigdor Lieberman est toujours l'homme de fer face aux Palestiniens? Ça me permettra de faire la transition. Écoutez, Lieberman a dit ouvertement ce que tous les Israéliens pensaient dans leur salon. Et quand ils conversent dans leur salon, et puis disent qu'il faut rendre aux Palestiniens ce que nous avons pris en 1951, le cadeau que nous avons reçu du roi Abdallah à l'époque, donc le célèbre triangle Oum-el-Fakhr mettait toute la région là, nous n'avons pas besoin de ça. C'est-à-dire transférer une partie des Arabes israéliens, pas la population, le territoire. Un échange de territoire. Les Israéliens ont toujours pensé que c'était ce qu'il fallait faire, et je dirais même les politiciens de gauche. Lieberman veut réduire le nombre d'Arabes israéliens, à l'inverse de Bennett qui veut faire augmenter le nombre de Palestiniens. Bennett veut nous fondre dans un tout israélo-palestinien, quitte à établir, l'État palestinien en Jordanie. Donc c'est la grande différence. Et là, je dirais, Lieberman est en train de... Oui, sauf qu'il faut rappeler quand même que les citoyens qui habitent dans ce triangle ne veulent pas. Ils veulent rester en Israël. Les Arabes israéliens qui voudraient passer... Sauf que Lieberman, tout le monde veut, bien sûr, ils attendent avec leur qui voudraient passer de l'autre côté chez les... Ils attendent le chèque. Selon Lieberman, ils attendent le chèque, ce qui n'est absolument pas le cas. Les Arabes israéliens veulent rester en Israël. Personne n'a fait sa valise et tant mieux, ils peuvent rester. Les échanges de territoire durant toute l'histoire se sont passés. Les échanges de population aussi. On va parler à présent des sujets sécuritaires qui ne sont pas vraiment le sujet dominant de ces élections, mais tout de même, ils peuvent peut-être revenir maintenant devant la scène parce qu'hier, il y a eu un incident sécuritaire, l'un des plus graves depuis la guerre de cet été. Je vous rappelle que les Palestiniens ont ouvert le feu en direction d'Israéliens près de la frontière bande de Gaza. Un soldat de Tsahal a été gravement blessé. L'armée israélienne a riposté, tuant un chef du Hamas. Nous avons interviewé hier Yoav Poli Mordechai, le général de Tsahal en charge des activités dans les territoires palestiniens. Écoutez ce qu'il disait à A24 News hier. D'après vous, le Hamas est-il encore capable d'embraser la Cisjordanie? Le Hamas tente de saboter tous nos efforts. Dans le passé, il y a eu une coopération industrielle entre Israël et les Palestiniens au point de passage d'Erez. Mais le Hamas a tout anéanti. Il y avait un autre point de passage vers Israël pour les Palestiniens de Gaza, mais il n'a pas arrêté de le bombarder. Et maintenant, le Hamas essaie de mener des opérations à Jérusalem et en Cisjordanie. Le Hamas veut prendre le contrôle de la Cisjordanie et à ses fins, il entretient le chaos dans la région. À propos du Hamas, il y a quelques jours, un obus de mortier a été tiré sur le territoire israélien depuis la bande de Gaza. Israël a riposté à ce tir, chose que le pays n'a pas fait depuis la fin de l'opération Bordure Protectrice. Une escalade entre Israël et la bande de Gaza est-elle probable à l'heure qu'il est? Après Bordure Protectrice et les résultats que nous avons obtenus, j'espère bien que personne au sein du Hamas ne pensera reproduire cette erreur. Comme le dit le proverbe, l'homme sage apprend de ses erreurs. Si Israël est attaqué, notre riposte sera forte. Au cours de notre dernier raid à Gaza, nous avons détruit une usine de ciment. Pourquoi le Hamas a-t-il besoin d'une usine de ciment? 20 000 personnes sont sans abri à Gaza. Alors comment le Hamas justifie le fait qu'il possède une usine de ciment? Il devrait plutôt aider les pauvres et les sans-abri. Le message d'Israël est clair. Toute attaque contre Israël engendra une riposte forte. Et toute opération engendra une contre-attaque encore plus forte. Jacques. Voilà, c'est ce qui se passe quand on ne termine pas un travail comme il faut. Donc, vous parlez de Bordure Protectrice, de la guerre de cet été. Tout à fait. Qu'est-ce qui n'a pas été terminé? On a mal terminé la guerre avec le Hamas. Le Hamas, on a beau crier haut sur tous les toits qu'on a gagné la guerre, que le Hamas a reçu un coup fatal et qu'il ne va pas se relever.
La vérité sur le terrain, c'est tout à fait autre. Le Hamas relève la tête. Le Hamas a relevé la tête déjà depuis le dernier jour. Il a fêté sa victoire, le fait que le Tzal n'est pas arrivé. Oui, mais les Égyptiens fêtent la victoire de 73 de la guerre de Kippour, et pourquoi ils ont perdu. Ça ne veut rien dire. C'est une question de conception. Donc, ils ont tout simplement surmonté la peur vis-à-vis d'Israël. Donc, ils n'ont plus peur d'Israël. La dissuasion d'Israël est tout à fait... C'est ça la vraie question. Est-ce que la force de dissuasion... La dissuasion face au Hamas n'existe presque pas. Donc, regardez, si vous comparez, par exemple, avec ce qui s'est passé au Liban, avec la dernière campagne au Liban, 2006. Depuis 2006, vous avez bien dit, 2006, ça fait 8 ans qu'il n'y a pas eu un tir, presque un tir de... Voilà. Il y a eu quelques petits incidents. Mais là, nous n'avons même pas terminé 3 mois. Nous sommes déjà en pleine campagne contre le Hamas. Et le Hamas a relever la tête. Il y a une grande différence. On ne peut pas comparer le Liban et Gaza. Pourquoi pas ? Je vais vous dire tout de suite pourquoi. D'abord, le Liban, quand même, c'est un État, même s'il n'y a pas un grand contrôle. Premier point. Deuxième point, quand même, n'oubliez pas le Hezbollah aussi avec les changements régionaux qui existent avec la Syrie. Ils ont d'autres soucis en ce moment. C'est pas seulement Israël sur la tête. Il y a aussi la guerre contre Assad. Non, on ne peut pas avoir. La même chose contre le Hamas. Hamas a d'autres soucis. C'est l'Égypte de l'autre côté. Hamas, ce n'est pas le Qatar ni au Syrie, ni au contraire. Le Hamas, il est bien dans sa position. En plus, on sait très bien que ce qu'il est en train de faire comme hier, c'est quand même l'arme. Alors maintenant, je vais faire plaisir à tous les tiers-mondistes qui nous regardent, c'est un petit peu, on n'a pas besoin d'avoir une grosse armée pour commettre les incidents qu'il faut pour l'instant. Je suis entièrement d'accord avec vous que la guerre cet été aurait dû se terminer différemment. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est une guerre réussie pour Israël. Réussi, oui et non. Réussi dans les... Il faut savoir une chose, c'est de nouveaux conflits. C'est pas exactement des guerres, c'est des cycles. Mais c'est des cycles. Nous avons maintenant des cycles de violence dans lesquels... Alors, on peut se poser vraiment une question maintenant, c'est pour un autre débat, ça peut être plus long. C'est ces nouvelles guerres maintenant qu'on a. Peut-on vraiment les gagner dans un climat international, dans une... Comment on va dire, avec les limites de manœuvrer comme Israël a, aussi bien militairement que diplomatiquement. Déjà qu'en 50 jours, Israël ne pouvait pas venir à bout du Hamas 50 jours de guerre. Israël n'a pas voulu, je le dirais très crûment. Israël a eu peur. Le gouvernement israélien, Netanyahou et le gouvernement a décidé de ne pas aller loin parce que l'armée a présenté une présentation qui disait que si jamais on arrivait jusqu'au bord de mer, que le Hamas nous serions obligés de rester sur place pendant plus de 5 ans, nous aurions plus de 700 morts. C'est un scénario effrayant. Un scénario terrible, de catastrophe. Qui est possible par ailleurs. Qui est possible peut-être. Peut-être, mais qui est possible. Mais qui est possible, mais simplement il faut. C'était le prix. La société israélienne, comment elle a mal à encaisser. Il faut tout simplement. 700 morts. Il faut se décider. Il faut se décider de savoir où est-ce que nous voulons vivre. Est-ce que nous voulons vivre dans un État où tout le temps nos kibbutz frontaliers, nos villages frontaliers vont être sous la menace de francs-tireurs palestiniens ou de tunnels qui vont tout simplement émerger sous des réfectoires de kibbutz ou tout simplement continuer à vivre notre vie comme elle est aujourd'hui. Jacques, les incidents qui se passent à la frontière, parce que ce n'est malheureusement pas le premier. Il y a eu une roquette tirée il y a quelques jours. 3 fois, et pourtant, comme vous l'avez dit, la guerre, c'était il y a à peine 3 mois. La précédente opération militaire avait tenu plus longtemps. Il y avait 6 mois de calme, et celle d'avant encore plus que ça. Est-ce que ça va porter l'échec de Netanyahou? Est-ce que ça va renforcer dans la mesure où il est seul considéré crédible dans la sécurité? En 92, il y a eu un attentat à Bat-Yam où une fille de 16 ans a été tuée par un Palestinien. Ça a coûté à l'époque au Likoud le pouvoir. Je ne sais pas comment est-ce que les Israéliens vont réagir. Si jamais la réaction de Tzal ou du gouvernement va être une réaction molle, ça va porter, je dirais, ça va... Merci beaucoup, Jacques. Tout de suite, un flash d'informations présenté par Elsa, mais on se retrouve après. Bonjour à tous, joyeux Noël, deuxième partie du Morning. On va donc enfin parler de ces festivités de Noël. Vous imaginez bien qu'en Terre Sainte, l'événement est suivi par tous les chrétiens d'Orient. On va se rendre tout de suite à Nazareth, une ville qui est étroitement associée au christianisme. Regardez ce reportage de Shahar Peled et Julia Ganoncia. Une semaine très animée pour les habitants de Nazareth. À l'approche de Noël, la ville où aurait grandi Jésus-Christ se prépare aux festivités. Cette ambiance nous manquait, surtout après la dernière guerre. Nazareth est une très belle ville, très particulière. On ne trouve cette ambiance nulle part ailleurs dans le pays. C'est ici que Jésus a passé la majeure partie de sa vie. L'ambiance est unique, surtout à Noël. Car en effet, les derniers mois ont été plutôt calmes dans une ville qui grouille généralement de touristes. Les hostilités entre Israël et les Palestiniens ont lourdement affecté les commerces locaux.
Ça a été une année difficile pour les affaires. Les élections et la guerre ont nui au tourisme, non seulement à Nazareth, mais dans tout le pays. Les gens ont eu peur de venir en Terre Sainte. Même si on n'a rien ressenti de tout ça dans la ville, ici, la vie bat son plein. Avec des centaines de milliers de touristes, pèlerins et autres visiteurs prévus pour la période des fêtes, Nazareth tente de se remettre. À cette période de l'année, la ville est au cœur de l'attention des médias locaux et internationaux. Dans une ville où le taux de chômage atteint les 14%, les festivités viennent comme une bouffée d'air frais. Aujourd'hui, on ne fait pas la grève, il y a de la vie. Tout le monde travaille et je souhaite que ça apporte de quoi vivre. Le marché de Noël et d'autres projets que nous sommes en train d'élaborer nous aideront à apporter de l'argent pour les habitants de Nazareth. Ce qui fait l'importance de Noël, c'est qu'il symbolise la paix. C'est valable pour toutes les religions, pas seulement pour le christianisme. C'est un message de paix pour tous ceux qui y croient. Noël est une fête pour tous. Et en se promenant dans les allées du marché, difficile de distinguer entre les différentes religions et origines. Ce qui compte le plus, ce n'est pas le symbole du christianisme, de l'islam ou du judaïsme. C'est une fête qui prouve que nous voulons tous vivre dans cette ambiance de paix et de joie. Et je suis en compagnie pour ce débat sur les chrétiens de Terre Sainte. Ali Wakad, bonjour. Bonjour, spécialiste du monde arabe pour i24 News, et Boaz Bismuth, éditorialiste à Israël Hayom. Vous êtes resté avec nous pour cette deuxième partie. Merci beaucoup d'être resté. Noël, je reste toujours. Merci beaucoup. Ali, on sait qu'au sein de la communauté arabe israélienne, donc il y a des musulmans, il y a des chrétiens, on sait qu'au sein de la communauté arabe, certains sont tiraillés entre leur attachement à Israël, ils ne veulent pas partir d'Israël, et un sentiment de solidarité envers les Palestiniens. Qu'en est-il des chrétiens? Est-ce qu'ils sont aussi cette identité trouble? Bien sûr, comme d'ailleurs les autres Arabes ici en Israël. Mais c'est vrai que ce qui se passe avec les chrétiens en Israël et en Terre Sainte en général, mais aussi dans la région, c'est un phénomène très triste. Vous savez, Julien, entre 25 millions et 30 millions, c'est le chiffre de chrétiens au Moyen-Orient. Et seule une petite minorité vit au Moyen-Orient. En Israël... C'est-à-dire que les chrétiens d'Orient, en fait, vivent à l'étranger? Les chrétiens d'Orient sont en train de quitter pour aller vivre à l'étranger, notamment aux États-Unis, mais aussi en Europe, voire en Australie aussi. En Israël, ils étaient autour de 30% au début de la création de l'État d'Israël. Actuellement, ils sont moins de 10%, 9, quelque chose % de la population arabe d'Israël. Donc, le pourcentage est en chute permanent. Les chrétiens qui se voient déchirés un peu entre leur nationalité arabe, mais leur nature anti-violente, qui ne veulent pas se mêler dans ce conflit sanglant entre arabes et israéliens, et aussi mais dans les autres pays. En Irak, par exemple, il y a des centaines de milliers de chrétiens qui sont réfugiés de l'Irak et de la Syrie. Il y a toute cette situation qu'ont passé les chrétiens après la montée au pouvoir des frères musulmans en Égypte. Donc la situation n'est pas du tout simple pour les chrétiens. Il y avait beaucoup de chrétiens en Égypte à un moment. Ils sont encore entre 8 et 10 millions de citoyens coptes et chrétiens vivant dans l'Égypte, mais dans certaines régions, notamment dans la région de la Delta, la situation n'est pas facile pour les chrétiens. Penser construire une église débouche à une confrontation entre militants islamistes et certains membres de la communauté chrétienne. Même aujourd'hui, même sous Al-Sisi? Soit Al-Sisi, la situation s'est améliorée un peu, mais l'atmosphère générale n'encourage pas les chrétiens à continuer à faire partie du paysage du Moyen-Orient. On a parlé de l'Égypte, la montée du Hamas et surtout la confrontation entre Hamas et Fatah en Cisjordanie a suscité aussi, encouragé les chrétiens à quitter la Cisjordanie. Le pape a lancé un appel et des dirigeants chrétiens aux chrétiens du Moyen-Orient de garder leur place et le rôle dans cette région, parce qu'un Moyen-Orient qui était le berceau du christianisme sans chrétiens, c'est quelque chose du non naturel même. Et à Gaza, quelle est la situation à Gaza?
avec, on rappelle, donc le Hamas qui est un mouvement sur une idéologie religieuse qui dirige. Est-ce que les chrétiens de Gaza sont acceptés ou est-ce qu'ils sont persécutés comme ont pu l'être les opposants politiques du Hamas à un moment? On ne peut pas dire que les chrétiens sont persécutés à la bande de Gaza. Ils vivent une vie normale. Il y a de temps en temps quelques milices djihadistes qui essaient de mettre le feu, par exemple, dans des librairies chrétiennes qu'ils accusent de vouloir diffuser le missionnarisme, etc. Mais en général, on peut dire que la situation des chrétiens est difficile. Mais je veux clarifier que la situation est difficile, non pas parce qu'ils sont chrétiens. Vous savez, l'Orient, il témoigne maintenant d'une confrontation même islamique entre sunnites, entre chiites, sunnites, les Kurdes, les yézidis, etc. C'est pas un mouvement général contre les chrétiens, c'est ça que vous voulez dire. Il y a les groupes djihadistes qui visent tous qui pensent d'une façon contraire, qu'ils soient juifs, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans d'origine sunnite. Suffisamment radicaux. Exactement. Donc, et les chrétiens sont en marge de cette confrontation. Mais si on regarde de l'autre côté, Julien, en Irak, on avait un premier ministre adjoint chrétien. Le représentant du bloc... C'est préservé par la Constitution également. Voilà. Tout à fait, mais le Liban, c'est une situation où, et ça fait quelques mois, presque un an, où le siège du président est vide à cause d'un manque d'entente entre chrétiens et chrétiens et du fait que les forces musulmanes qui soutiennent chacun des blocs veulent avoir leur candidat au siège. Mais ce que j'allais dire, c'est que Boutros Ghali, qui était le représentant de l'Égypte et du bloc arabe pour présider les Nations Unies, c'était un chrétien. Son père était un premier ministre en Égypte. Il y avait des premiers ministres chrétiens en Égypte, un président adjoint en Irak. Donc, ils ont accédé à des hauts postes de l'État, c'est ça que vous voulez dire. Boaz, quel rôle jouent les chrétiens en Israël dans la vie politique israélienne ? Alors déjà, avant de répondre, je voudrais réagir. D'abord, je suis entièrement d'accord dans le sens où c'est vrai qu'en Orient, un Orient sans chrétiens, c'est assez inconcevable. Et revenons un petit peu à la ville de Nazareth, cette ville où j'aime bien toujours amener mes amis qui viennent de l'étranger, une ville dans laquelle on peut voir justement cette cohabitation, cette cohabitation entre religions qui ne fonctionne pas toujours. Et Ali sait mieux que moi à quel point parfois, vous voyez les frictions entre les communautés musulmanes et chrétiennes, et parfois ces églises et mosquées qui sont tout proches, on voit parfois les émeutes. Et par ailleurs, c'est vrai que dans cette ville assez magnifique et remarquable, qui fête Noël toujours de façon assez remarquable, moi j'aime toujours visiter là-bas et voir à quel point il y a de la place pour toutes les religions, puisque vous savez très bien qu'à Nazareth, il y a dans la vieille ville, je ne parle pas de Nazareth élite, où vous voyez cette magnifique église, bien sûr, magnifique mosquée, et aussi cette toute petite synagogue dans laquelle Jésus allait prier. Alors pour revenir un petit peu maintenant à ce qui se passe en Orient, avant de parler justement des chrétiens en Israël. Il faut savoir qu'en Orient aujourd'hui, moi je serais un peu plus catégorique que vous, c'est pas facile aujourd'hui dans certaines terres d'islam d'être chrétien. Alors, quand on voit la situation des chrétiens au Liban, en Irak, Irak, Syrie, Irak, regardez, c'est pas moi qui le dis. Ont un avenir au Moyen-Orient? Alors, d'abord, est-ce qu'ils ont un avenir? Ils doivent avoir un avenir. L'avenir, je ne sais pas. Je sais seulement qu'il y a un processus. Il y a quand même une démographie. Il y a une démographie qui change, pas de façon favorable. Ali l'a dit très très bien, y compris ici en Israël. Il est évident qu'on voit une grande migration. Et quand vous parlez maintenant justement de la situation des chrétiens en Israël, je pense que Ali, comme moi, on est très bien placé pour répondre à cette question. Et pourquoi? Parce que lui, comme moi, nous ne sommes pas chrétiens. Tous les deux, nos parents nous ont envoyés tout petits dans des écoles chrétiennes. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve déjà l'ouverture, et tant mieux. Ça prouve l'ouverture de Ali avec sa famille, la mienne aussi. Tous les deux, on a grandi à Noël, on chantait avec les petits chrétiens. Et on adorait par ailleurs ces magnifiques chansons. Ce sont des écoles excellentes aussi, les écoles chrétiennes. Bien sûr. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? J'essaie de vous dire que oui, il y a une certaine... Pour l'avenir du monde chrétien en Israël, elle a sa place. Voilà, nous sommes ici à 2 pas de votre studio. Il n'y a pas une, pas deux, je pense 3 ou 4, Ali me corrigera si je me trompe, des écoles chrétiennes, même plus, vous voyez. Donc, vous voyez à quel point c'est quelque chose, on est à Jaffa Tel Aviv, on n'est pas là ni à Nazareth, ni à Bethléem, on est à Tel Aviv. Donc, il y a des écoles, des petits Israéliens et des petits musulmans vont de ces mêmes écoles. Donc, vous voyez, le potentiel favorable, le potentiel positif existe. Alors, et par ailleurs, c'est l'occasion de fêter Joyeux Noël à tous vos téléspectateurs. Absolument. Alors, puisqu'on parle de Nazareth, on va rester là-dessus. Je reviendrai sur la politique israélienne après. Nazareth, on entendait, c'est important au niveau du tourisme pour Israël. Est-ce que le tourisme en Israël sur la base des pèlerins est important? Bien sûr.
Il est très important, mais vous allez entendre des hôteliers de la ville. Économique, à la fois politique. Bien qu'il ne laisse pas beaucoup d'argent, mais je laisse. Mais ça, c'est la question. Vous savez, Julien, non, c'est d'une autre manière, Boaz. Les responsables du tourisme à Nazareth souvent accusent, le gouvernement israélien accuse les agences de tourisme israéliennes qu'ils apportent les pèlerins à Nazareth pour passer une journée, mais pas pour plus. Et donc, le logement, il est dans les hôtels de Tiberia ou de Nazareth Elite, mais pas dans la ville de Nazareth. Une minorité de touristes est logée dans la ville de Nazareth. Et à mon avis, toute cette question du tourisme des pèlerins est encore ratée dans l'État d'Israël. J'ai jamais vu un plan du ministère du tourisme, bien qu'on a des sites extraordinaires ici en Israël, notamment pour les pèlerins chrétiens, un plan qui encouragera les pèlerins à venir pas pour passer à Nazareth, mais pour être à Nazareth et rester à Nazareth. Je présente une émission hebdomadaire qui s'appelle Tout un monde, et dans le cadre de cette émission, j'ai interviewé un prêtre à Jérusalem qui appelait les chrétiens du monde entier à venir pèleriner en Israël. Il disait « Les pèlerins sont très bien accueillis, n'ayez pas peur de la guerre ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait, parce que quand vous regardez un petit peu ce qui se passe en Orient, finalement, c'est le pays dans lequel nous vivons, et donc nous connaissons de temps en temps, de façon assez fréquente malheureusement, des cycles de violence. Je pense que quand même pour un touriste chrétien qui veut venir en Orient, c'est quand même plus facile, plus agréable et surtout plus sûr de venir ici que d'aller en Irak et en Syrie. D'une autre chose, c'est quand même, n'oubliez pas, comme on l'a dit avant, c'est quand même le berceau même des religions monothéistes. Et Dieu sait qu'il y a à voir ici pour les chrétiens. Et j'ajouterai encore une chose justement sur le tourisme. Le tourisme des pèlerins est un tourisme important pour l'État d'Israël. Au contraire, je pense que les publicités sont là et ils viennent de façon régulière et tant mieux. Je pense qu'il faut savoir une chose, et je les vois dans les avions et je les vois sur place, ces mêmes touristes. Parfois, vous venez, ils viennent par exemple de pays voisins. On le voit aussi que c'est aussi des personnes pas très fortunées, que pour eux, très franchement, venir ici, c'est le voyage de leur vie. C'est le voyage de leur vie. Vraiment. Ils mettent beaucoup d'argent de côté, parfois de pays africains. On voit comme ça des groupes qui arrivent. On va en parler tout à l'heure. C'est pas des touristes qui vont aller à Sderot Rothschild dans des restaurants là-bas ou aller à Ibeyar faire les courses chez Prada ou chez Louis Vuitton. Ils viennent pour le christianisme, ils viennent pour voir le berceau de leur religion, tout le respect. Maintenant, concernant s'ils logent à Tibériade ou à Nazareth, il faut savoir une chose, c'est que parfois aussi Israël, ce grand pays impérialiste, expansionniste, est assez petit. C'est-à-dire que pour le voir, on peut être une journée ici et aller le soir ailleurs. Mais si vous voulez, mon avis à moi, quand on vient en Israël et on vient dans la ville de Nazareth, moi très franchement, ce que je suggère maintenant aux téléspectateurs, c'est quand même de passer pas une nuit, même deux. J'adore cette ville. Alors revenons à la politique israélienne. Est-ce que les chrétiens ont un rôle dans la vie politique israélienne? Je vois par exemple, vous savez, il y avait récemment une loi qui a essayé de séparer les chrétiens des Arabes. Expliquez de quoi il s'agit. Il s'agit qu'un chrétien peut se définir non pas en tant qu'arabe sur sa carte d'identité, mais s'il a une volonté d'aller se définir en tant que chrétien aramique. Ça, c'est un. Deux, encourager les chrétiens à servir, contrairement aux musulmans, à servir dans l'armée. Ils sont intégrés dans l'armée israélienne, d'ailleurs. Et il y a des musulmans volontaires qui sont intégrés dans l'armée. Mais il y a une proposition de loi qui vise à obliger les chrétiens à faire partie de l'armée. Mais toi, il ne faut pas oublier, Julien, les chefs du mouvement nationaliste palestinien et arabes en Israël étaient des chrétiens. Les idéologues du nationalisme et du panarabisme de la région sont des chrétiens. Vous avez Michel Aflaq, le fameux idéologue, Azmi Bshara, qui était membre de la Knesset et qui est considéré le père spirituel du nationalisme arabe à l'intérieur d'Israël et qui était d'ailleurs membre de la Knesset. Il est encore celui qui a les cordes d'une bonne partie de la vie politique en Israël. Comment vous l'expliquez? Moi, je pense qu'en tant que minoritaire, il y a aussi dans l'histoire des chrétiens qui ont fait des erreurs, mais continuez, excusez-moi. En tant que minoritaire, à mon avis, dans un Orient islamique, c'est tout à fait naturel que les chrétiens soient à la source de la fondation de nouvelles idéologies qui mettent l'identité nationale et qui mettent l'identité sociale avant l'identité religieuse de la région. Merci beaucoup, Ali Wakel. Merci beaucoup, Boaz Bisput. On va évidemment continuer de parler
Noël dans nos prochaines parties du Morning. Restez avec nous à suivre. On va parler des 10 ans du tsunami et des aides qui sont apportées, notamment d'une association israélienne spécialisée dans l'aide humanitaire. Tout de suite, un flash d'informations présenté par Elsa Amimoun de 10 minutes. Et donc moi, je vous retrouverai juste après, en compagnie également de Betsabé pour sa chronique des 5 clics. Restez avec nous. Troisième partie du Morning, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez, joyeux Noël. Si vous fêtez Noël, je suis en compagnie de Daniel Kahn, bonjour. Bonjour. Vous allez nous présenter votre association tout à l'heure, peut-être en quelques mots nous dire de quoi il s'agit. C'est une coordination, un réseau des organisations humanitaires bénévoles israéliennes qui ont pour mission d'apporter leur aide dans le tiers-monde et en particulier dans les cas de catastrophes naturelles. Et on vous a invité pour parler des 10 ans du tsunami en Asie, on va y revenir dans quelques secondes, mais avant cela, Betsabé, bonjour. Bonjour Julien. J'ai pas été très galant, je vous ai pas dit bonjour, j'ai dit d'abord bonjour à Daniel, mais place aux invités. C'est pas grave, je vais avoir droit à un gros bout de partie. Vous êtes là avec nous pour votre chronique habituelle quotidienne des 5 clics. Évidemment, on parle de Noël avec, tout d'abord, les chrétiens d'Orient. On parle beaucoup d'eux depuis ce matin. Une pensée évidemment particulière pour eux qui vivent des périodes difficiles. Oui, pas que depuis ce matin. D'ailleurs, Julien, les médias se sont attardés sur la situation des chrétiens d'Orient depuis pas mal de jours. Déjà, des chrétiens qui célèbrent Noël dans un climat de violence. C'est le titre qu'a choisi Le Monde sur son site internet ce matin. Comme par exemple en Irak, ce Noël est particulièrement difficile, on s'en doute, pour les 150 000 chrétiens déplacés d'Irak, persécutés par les djihadistes, on ne les présente plus, de l'État islamique. À Bagdad, le patriarche chaldéen Louis Sako a dénoncé, ils vivent une situation tragique et ce sans qu'aucune solution à court terme ne soit proposée. Alors les traditions de Noël, eh bien, elles sont surtout dans les esprits, titre le New York Times, le quotidien américain, qui rapporte cette phrase, par exemple, d'une femme à son fils de 5 ans avec qui elle est réfugiée dans une école de Bagdad. Non, le Père Noël ne t'a pas oublié cette année. Et puis ce chiffre terrible, les chrétiens d'Irak étaient estimés à 1,5 million en 2003 lors de l'intervention des États-Unis en Irak. Aujourd'hui, il devra en rester quelque chose comme 400 000, à en croire les experts. Il fut Daesh, oui, ça fait à peu près un quart. On va rester dans la région avec cette fois la Syrie et une affaire avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Oui, tout à fait, la Syrie où les chrétiens aussi fêtent à nouveau Noël dans la misère, avec quand même une bonne nouvelle pour beaucoup de Syriens grâce à une seconde résolution de l'ONU qui avait été votée cet été. Eh bien, l'Organisation mondiale de la santé vient d'obtenir cette fameuse autorisation de livrer des médicaments, de l'équipement médical dans des zones aux mains de l'opposition. Or, eh bien, 250 000 Syriens sont assiégés soit par le régime, soit par justement l'opposition. Alors RFI nous apprend ainsi que dans le gouvernorat d'Alep, dont on parle régulièrement, vraiment sujet aux violences, l'OMS espère pouvoir envoyer 28 tonnes d'aide dans 7 villes qui sont contrôlées justement par cette opposition. Dans le gouvernorat de Damas, il est question de 102 tonnes à Mouadamia et à Douma. Néanmoins, il est bon de préciser, c'est la formule du site de RFI, une goutte d'eau dans la mer. Le système de santé est au bord du gouffre en Syrie. Alors ces tonnes de médicaments, de matériel de santé, eh bien, ne suffiront pas à le remettre sur pied. Mais comme le déclare Elisabeth Hoff, qui est, vous savez, la représentante de l'OMS à Damas, l'important, c'est de répondre quand même aux besoins les plus urgents. En gros, c'est mieux que rien. On change totalement de sujet. On parle de cette affaire avec Sony Pictures qui avait été... On suit jour après jour. Absolument, qui avait été piratée avec le film The Interview. Voilà, alors le Nouvel Obs, figurez-vous, prend le contre-pied de ses confrères en se demandant, Julien, la Corée du Nord est-elle vraiment derrière ce piratage massif de Sony Pictures revendiqué par ce fameux collectif de hackers, Guardians of the Peace, d'autant que beaucoup d'experts en cybersécurité, si vous creusez un peu, eh bien, en doute, quand bien même, à en croire Washington, eh bien, le piratage de Sony vient de Pyongyang. Alors, le Nouvel Obs revient ainsi sur ces fameuses preuves qui ont été présentées par le FBI, les démontant presque une à une, en tout cas faisant
planer le doute, c'est le moins qu'on puisse dire. Un exemple de ces preuves, alors une analyse technique du fameux logiciel malveillant utilisé dans le piratage révèle des liens, c'est la formule utilisée avec un autre logiciel malveillant que le FBI sait, lui, avoir été développé par les Nord-Coréens. Alors, le FBI évoque des similarités. En gros, le logiciel qui a été utilisé pour le piratage ressemble vraiment beaucoup à celui dont ils sont sûrs qu'il a été fait par des Nord-Coréens. Joli jeu d'enfant, quand même, tout ça. Sauf que, attention, ne lâchez pas votre concentration, Julien. Dans le milieu des hackers, tout se partage. C'est le point de vue du site américain Vox aussi. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça ressemble à un site nord-coréen que c'est un site, que c'est une appli. Voilà, exactement. Alors, du coup, vous l'aurez compris, pour pas mal de gens, en tout cas, cette accusation de Pyongyang n'est pas forcément suffisante. Bon, on revient à Noël avec un conseil à ceux qui passent la journée en famille, qui, bon, c'est vrai que c'est pas forcément la meilleure journée de l'année pour certains. Voilà. Ça dépend des familles, on choisit pas sa famille que voulez-vous. Certains ont peur de ces interminables soirées de Noël. Alors Slate a eu pitié de vous. Alors vous propose ce jeu, c'est le bingo. Alors ça c'est ce qu'ils ont choisi comme illustration, mais vous allez voir, on y vient. Le jeu c'est le bingo de Noël et il se dédouane au passage en rappelant que c'est complètement ringard, mais franchement ça nous plaît. En tout cas moi ça m'a plu. Alors le concept, sur chaque grille, vous avez des petites phrases et autres formules qui sont susceptibles d'être lancées pendant le dîner. Alors plus les formules apparaissent, plus vous cochez. Vous allez les voir tout de suite à l'écran. Exemple de grille que nous a choisi Slate. Vous allez voir. On a acheté la dinde chez Picard, donc chaîne de surgelés en France. Franchement, Picard, c'est bien. C'est quoi en fait? C'est toutes les formules, toutes les phrases à peu près conçues comme ça? Voilà, que vous pourriez. Alors, vous avez cette grille, vous en avez d'autres. Et alors, par exemple, vous voyez, t'as recommencé à fumer. Si on vous sort ça, vous pouvez cocher la petite case et vous gagnez un point. Ou encore, c'est mon verre, ça, pourquoi il est vide? Voilà, genre de formule qu'on peut éventuellement entendre à un dîner. Ou encore, écoute, si tu vomis le foie gras que tu t'es enfilé, il sera à ta taille, ce pull. Vous savez, en Israël, la phrase qui était la plus terrifiante pour les repas de Hanouka, qui a flingué ton repas de Hanouka, pour qui est-ce que tu comptes voter aux élections? C'est à tous les coups, ça a flingué les soirées de Hanouka en Israël. C'est bien parce que ça change tous les 10 minutes. Exactement. Il y avait effectivement la petite phrase, on n'a pas parlé de Hollande ce soir. C'est la variante française en période non électorale. On termine avec des idées de cadeaux. Non, c'est pas du tout des idées de cadeaux, mais c'est plutôt des idées de cadeaux à ne pas faire. En fait, c'est de quoi nous décomplexer sur les paquets cadeaux. Julien, la Repubblica en Italie vous a fait un petit palmarès de photos des pires paquets cadeaux. Vous allez voir ça tout de suite, les pires emballages cadeaux qu'on a pu voir. Ça arrive. Alors, ils ont juste laissé les sacs. Vous allez voir, alors là, ils ont mis une chaussette, carrément. En plus, elle n'a pas l'air très, très propre. On va passer les détails. C'est le matin. Alors là, on ne voit pas très bien. C'est un sac poubelle. Effectivement, vous avez un peu tout. Je me reconnais presque dans celui-là, j'avoue. Bon, merci beaucoup, Bethsabée. Vous restez avec nous. On va parler à présent donc, des 10 ans du tsunami. Avant de vous donner la parole, je vous propose de voir ce reportage justement sur ce 10e anniversaire. Un souvenir douloureux. Il y a 10 ans, Mohamed a été englouti par les vagues géantes provoquées par un tsunami qui s'est abattu sur Banda Aceh en Indonésie. Il s'est réveillé dans une morgue de fortune. J'ai regardé autour de moi et il y avait des cadavres partout. Quelques années plus tard, Mohamed s'est marié avec Yuliani. Elle a elle-même perdu son époux et son fils dans le tsunami. Aujourd'hui, ils sont les parents d'une fille de 2 ans et ont déménagé dans les hauteurs de la ville, loin de la mer, pour se sentir plus en sécurité. Ce couple aussi a débuté une nouvelle vie. Tous deux ont perdu leurs conjoints respectifs dans la tragédie. En deuil durant des années, ils ont ensuite choisi de recommencer à regarder vers l'avenir, ensemble. Plusieurs hommes voulaient m'épouser, mais je ne voulais pas d'eux, je le voulais lui. C'était difficile, mais je l'ai pourchassé. Il était comme un beau fruit au milieu de buissons d'épines. Le 26 décembre 2004, des vagues de plus de 35 mètres de haut, provoquées par un séisme sous-marin, se sont abattues sur les côtes, tuant plus de 170 000 personnes en Indonésie et bouleversant la vie d'un nombre incalculable de foyers. J'ai perdu la plupart de ma famille durant le tsunami. Seuls 4 de mes frères et moi-même avons survécu. J'ai réussi à sauver les enfants de ma sœur. Maintenant, ils vivent avec moi. 10 ans plus tard, la vie à Aceh semble être revenue à la normale. Mais les habitants vivent dans la peur constante du passage d'un nouveau tsunami dans une région où les séismes sont fréquents.
Daniel Kahn, vous nous disiez tout à l'heure, votre association Nathan est un réseau de coordination entre les différentes associations humanitaires d'Israël. Qui sont vos volontaires? Ce sont des ingénieurs, des infirmiers? Ça se passe comment? Nous travaillons sur plusieurs domaines en fonction des besoins et tout processus de soutien se fait par étapes. La première étape est automatiquement une étape médicale, c'est-à-dire ce sont des équipes très mobiles. Donc vous envoyez des médecins? Des médecins, des paramédics, des infirmiers qui sont capables de se déployer dans les 48 heures. C'est ce qui s'est passé lors du tsunami, c'est ce qui s'est passé en Haïti, c'est ce qui s'est passé il y a 1 an aux Philippines, qui viennent avec leur propre équipement et qui vont travailler sur le terrain. En unité mobile. Ça, c'est la première étape, donc c'est l'urgence médicale. médicale. Première étape. On profite de cette étape pour faire une évaluation des besoins. À partir de là commence une deuxième étape qui est un début de réhabilitation en quelque sorte et qui consiste à travailler avec la population, dans notre cas surtout sur les questions psychosociales, c'est-à-dire tout le travail sur le post-traumatisme. Donc là, c'est un travail pour le long terme plutôt. C'est un travail d'abord sur l'urgence. D'abord sur les enfants et les familles qui ont subi un traumatisme. Et malheureusement, là, Israël a énormément à faire et on a quelque chose à apporter. Parce que, si vous vous rappelez la guerre de l'été dernier, quand vous avez des populations qui sont bombardées à court de journée pendant des périodes longues, en parallèle se développe une spécialisation du travail sur le traumatisme, du travail sur la communauté, qui n'a pas son équivalent. Et donc on envoie à ce moment-là des équipes. Les gens qui interviennent à ce moment-là sont des universitaires et des praticiens de haut niveau. C'est-à-dire... Ils vont à la rencontre de qui? Ils vont à la rencontre des sinistrés ou des médecins locaux pour les former? Des deux. Des deux? On commence avec des sinistrés, des enfants. Par exemple, si je prends le cas des Philippines, une des premières priorités aux Philippines était de rouvrir les écoles. Parce que contrairement au tsunami, il restait encore quelques structures. Mais les instituteurs ne sont pas capables de s'adresser à un groupe de 35 gosses qui ont subi un traumatisme. Donc il faut travailler avec les instituteurs, mais il faut aussi travailler un peu avec les gosses. Instituteurs eux-mêmes traumatisés souvent. Absolument, qui ont perdu des proches, qui ont perdu leurs repères. Et donc on va commencer à travailler là-dessus. On va de là passer très vite à la formation des formateurs. Une chose formidable qu'on a fait l'an dernier, c'était former les sages-femmes. J'ai une question concrètement. On sait que les soldats en Israël de la défense civile, la défense passive, ont toujours dans leur voiture un sac pour être prêt à partir s'il le faut, un sac d'urgence et un sac d'habits pour partir n'importe où à l'étranger si on leur dit qu'il y a eu un tremblement de terre. C'est pareil pour vous? Nos gens sont prêts, mais on est une organisation bénévole, 2 bénévoles, gérés par des bénévoles. Et donc c'est un petit peu plus compliqué que Comment est-ce que vous survivez d'un point de vue financier? Mal. On cherche. La nature humaine est faite de telle sorte que les gens sont prêts à donner quand ils entendent parler d'une catastrophe. À ce moment-là, on met la main à la poche, il y a une solidarité immédiate. 6 mois après, ça n'intéresse plus grand monde. Et on cherche effectivement des partenariats, on cherche des parrainages. C'est pas évident. Heureusement, les bénévoles, ça coûte pas très cher. Comment est-ce que vous préparez ces bénévoles? Psychologiquement, physiquement, matériellement? Comment est-ce que vous les préparez à affronter un terrain comme celui du tsunami en Asie? Alors d'abord, ce sont des professionnels. C'est-à-dire que dans leur propre domaine, en psychosocial, en post-traumatique, on a des méthodes de fonctionnement. Ce sont des gens qui ont une formation. Et on leur donne des formations relativement accélérées de quelques jours qui consistent d'abord à créer le groupe. C'est-à-dire à donner une synergie entre les gens exactement. Il y a sur toute équipe un logisticien qui a pour rôle un peu d'aplanir les difficultés, de trouver une solution. Lorsqu'on est arrivé aux Philippines, pendant le premier mois, l'équipe a dormi sur le toit d'une église détruite. Sous les étoiles. Ils quittent leur travail, ils prennent 1 à 3 mois de vacances. Donc en fait, c'est des bénévoles dont vous disposez pour un temps relativement limité. Tout à fait. Et plus ils sont élevés dans la hiérarchie de leur métier, je pense par exemple au directeur de l'école des assistants sociaux de Tel Haï, je pense à des professeurs qui font partie de bénévoles, qui vont sur le terrain. L'université de Beersheva, ce sont des gens qui, à un moment donné, annoncent qu'ils partent pour 3 semaines.
Et que dans les 24 heures, sont sur un avion. Et ça, c'est accepté par leurs employeurs en Israël? Parce que quand il y a des périodes de réserve en Israël par l'armée, on sait tout le pays accepte, mais là, faire du bénévolat, aider des sinistrés à l'étranger? Ça marche. Ça marche. Ça marche. C'est pas toujours facile. On avait l'an dernier le directeur de l'école d'assistants sociaux de Tel Chai, donc l'université dans le Nord, qui est parti pour 3 semaines. Il était nécessaire qu'il reste 1 semaine de plus, mais le recteur de l'université lui a fait comprendre que il fallait, voilà, qu'on a besoin. On ne parle pas forcément d'une société privée. De simples employés. Une question tout de même sur... Il y a une spécificité israélienne. L'armée israélienne s'est illustrée à de nombreuses reprises depuis maintenant de nombreuses années, aussi bien dans les années 90 que les années 2000, en Turquie, aux Philippines. Systématiquement, comment vous expliquez qu'Israël maintenant est connu dans le monde entier comme un pays qui porte assistance dans les zones sinistrées, et que c'est un pays aussi qui est reconnu pour son savoir-faire? Alors pour 2 raisons. D'abord parce qu'il y a un message universel. Et vous avez ce message universel le stress post-traumatique des guerres aussi israéliennes. Il y a le stress de la société israélienne. Il y a aussi quelque chose dans le caractère israélien qui est une espèce de souplesse. On adore travailler dans la pagaille. On travaille très bien dans la pagaille. Oui. C'est-à-dire que, prenons le cas du tsunami ou prenons le cas de Haïti. La première équipe à être active réellement sur le terrain sont les Israéliens. Merci beaucoup, Danica. Je suis désolé, malheureusement. C'était très intéressant. On rappelle votre association Nathan pour ceux qui veulent vous aider, vous rejoindre et faire des dons. On va se rejoindre après un flash d'informations présenté par les Amis Moon pour une dernière partie avec vous, Bethsabée, et aussi avec Myriam Aman qui parlera de la propagande de l'État islamique. Quatrième et dernière partie du morning de ce jeudi 25 décembre. Bienvenue et joyeux Noël. J'ai le plaisir d'être en compagnie de 2 femmes. Myriam Aman, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Et Bethsabée, merci d'être revenu après ce flash d'informations. Avant de vous donner la parole, Bethsabée, si vous le voulez bien, c'est la 2e fois que je vous grille à la politesse, mais pour cette fois, c'est pour une autre femme. Donc comme ça, on ne pourra pas m'accuser de ne pas être galant. On va reprendre la direction de Nazareth, où nous attend Julia Ganancia. On a beaucoup parlé de Nazareth dans nos précédentes parties du morning. Là-bas, Noël a une importance toute particulière, Julia. Julia, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que la fête bat son plein à Nazareth? Alors, il semble qu'il y ait un petit problème de connexion avec Julia. On me fera signe quand elle sera de nouveau disponible. J'espère que la fête bat son plein à Nazareth. Elle nous le dira tout à l'heure. Bethsabée, en attendant, on va continuer de parler de Noël avec vous, avec un thème qui attire les médias, qui vous attire vous visiblement en tout cas, c'est l'alcool. C'est pas du tout. C'est pas que ça m'a attiré du tout. Pas du tout. Je dément complètement. J'ai vu que les médias déjà. se sont C'est preuve de pas votre mal attardés sur ce sujet. Vraiment, Julien, j'insiste. L'alcool, qui est à la fois un thème social, culturel, un thème, vous le savez, sanitaire aussi, mais avant tout, rappelons que fêter Noël à travers le monde, pour cela, tout le monde ne boit pas de la même façon, ne boit pas la même chose. Le monde nous a offert ainsi une carte, une sorte de carte mondiale de l'absorption d'alcool, nous précisant d'entrée de jeu qu'à l'échelle de la planète, l'alcool n'a pas décroché une popularité sans faille, puisque 48% de la population mondiale adulte n'a jamais consommer d'alcool dans sa vie. Ça nous vient de l'OMS, c'est très sérieux. Et qu'est-ce qui se passe avec le reste de la population de coups qui boivent? Ils boivent pour les 2 parties? Comment ça se passe? Alors, je voudrais vous poser la question, à votre avis, dans quelle région boit-on le plus d'alcool, Julien? Méré? Je sais pas, en Europe de l'Est. Il regarde sa copine tout de suite. Évidemment, avec les clichés, on pense à l'Europe de l'Est avec la vodka. Alors, c'est ça, le nez rouge, tout ça. Alors, un indice, plus le pays est développé... Non, Danemark. Alors aussi, Danemark. Mais alors, la réponse plus, on va dire, précise et professionnelle, plus le pays est développé, plus la consommation d'alcool y est forte et régulière en fait. Conso moindre donc pour les pays en voie de développement. Vous avez une carte qui va vous aider. Alors là où on boit le plus, vous pouvez le voir sur la carte, en Occident et en Russie. Mais attention, il va falloir faire travailler ces méninges. On parle alors d'une consommation moyenne par pays. Si vous vous attachez aux buveurs de chaque pays, c'est-à-dire vous mettez de côté les gens qui ne boivent pas d'alcool, eh bien ça peut grimper très haut cette consommation. Regardez le buveur tchadien, par exemple, on va pas le voir, mais on va voir peut-être un modèle de bière. Eh bien, ingère 33,9 litres d'alcool pur par an. Ça va pas vous dire grand-chose.
pur. Ça veut dire qu'en fait, je me suis pas permis... un vodka, de l'alcool pur. Voilà, mais donc il ne le boit pas pur en fait. Oui, non, mais j'ai compris. Alors je me suis permis un petit calcul, ça fait 92 millilitres d'alcool pur toujours par jour. Mais qu'est-ce que ça fait en fait en verre standard? Ça fait 9 verres standards, soit 9 verres de bière de 250 millilitres, soit 9 verres de vin. En l'occurrence, ils boivent surtout de la bière au Tchad. C'est un record quand même pour un buveur, 9 verres par jour. Et donc on parle des buveurs tchadiens. Il bat même l'allemand qui boit la moitié, ça veut dire 4 verres et demi par jour, donc plutôt de la bière là aussi. Puis viennent d'autres pays en Afrique, la Gambie, le Mali, Namibie. Vous voyez, c'est une publicité à Heineken, je vous vois frousser les sourcils. J'ai mis un peu de temps à comprendre de quoi il s'agissait, cette image. Et puis l'Inde aussi, dans un autre continent qui est pas mal aussi. Le monde musulman. Alors, étonnamment, les Iraniens, 6 verres par jour. Les Émirats Arabes Unis se défendent pas mal non plus. L'islam interdit l'alcool. Il faut rappeler le contexte. Pourquoi je ne pose pas la question de manière innocente. Et donc, les coquins, 6 verres par jour, les Émirats Arabes Unis, comme au Tchad, 9 verres par jour pour les gros buveurs. En Europe, alors ce sont les Lituaniens, les Polonais et les Portugais qui boivent le plus. La France, 3 verres par jour pour les buveurs, quand même. Hein. Ça va pas l'air de vous étonner, moi. Ça m'a épaté, moi. Alors, en Grande-Bretagne, l'alcool a été plutôt présent dans la presse. Ces derniers jours, le Daily Mail tente d'ailleurs de rassurer ses nationaux. Ils auraient modéré leur consommation d'alcool, comme quoi les campagnes de prévention marchent, avec une exception tout de même, les hommes célibataires, éduqués et en bonne santé qui, eux, au contraire, ont tendance avec l'âge à pousser leur consommation d'alcool. On explique qu'ils sortent plus et que donc socialement ils sont plus motivés et qu'ils ont plus de salaire. Un avertissement quand même, sachez que l'OMS définit un épisode d'alcoolisation forte à partir de 60 grammes d'alcool pur, ça veut dire 6 verres standards. Par jour. On parle d'un épisode, donc ça peut dire en une fois une alcoolisation un peu trop forte. Une soirée, quoi. Voilà, si je prends 6 verres dans une soirée... Tout de suite, une soirée. L'après-midi, si vous voulez boire l'après-midi, c'est votre choix. Qu'est-ce qu'on boit? Non, ce que je veux dire, c'est pas parce qu'on sort le soir qu'on boit. Non, alors, sûr, qu'est-ce qu'on boit? Alors, des spiritueux. Vous avez parlé des bières, tout ça, mais... Des spiritueux en première place, puis vient la bière, effectivement, et enfin le vin, surtout en Europe et au Proche-Orient, justement. Alors, le Guardian, quand je vous disais, la presse britannique s'attache à ce sujet. On y trouve ce qu'on veut dans la presse, nous apprend même que les effets de l'alcool diffère en fonction du genre d'alcool. Exemple, le gin à la boisson triste, il fait pleurer, je ne savais pas, mais apparemment c'est connu. Dedans, pourtant, rien que de l'éthanol, donc un peu comme ses petits copains, finalement, pas de raison sur le plan chimique, non. Sauf que, eh bien, sa concentration, la façon dont il est consommé et absorbé sont eux aussi des paramètres, et c'est ce qui fait qu'il vous saoule très vite. La tequila pourrait aussi avoir ce même genre de paramètres, puisque la façon dont elle est bue dans les shots avec les gens qui vous motivent autour pour continuer à la boire a aussi ses effets qui sont dus à ces paramètres. Attention, les alcools colorés rendraient plus saoul que les autres. Alors, est-ce que ça a un effet hypnotique? Je ne sais pas. Quand on Champagne, outre le fait qu'il rend saoul plus vite parce qu'il est souvent absorbé à jeun, eh bien le fait qu'il ait des bulles participerait à cet enivrement précipité. Vous voulez me couper, Julien? Oui, parce qu'on me fait signe que Julia nous attend à Nazareth et que la connexion est établie. Et je suis désolé, mais je voulais vraiment lui donner la parole dès l'ouverture de cette partie. Ça a été un petit peu un échec pour moi. On va le refaire tout de suite. Julia Ganancia, bonjour. Est-ce que la fête bat son plein, Nazareth? J'espère que vous m'entendez. Oui, bonjour Julien, je vous entends malgré les cloches qui sont persistantes derrière moi. Vous les entendez peut-être vous aussi. Et donc je suis à Nazareth et aujourd'hui, en ce 25 décembre, eh bien, c'est jour de fête. De nombreux fidèles affluent. Vous devez peut-être deviner derrière moi... la basilique de l'Annonciation, c'est ici que l'ange Gabriel, selon la Bible, aurait annoncé à Marie qu'elle attendait l'enfant Jésus. Et donc aujourd'hui, de nombreux fidèles affluent. La messe sera célébrée à 10h ici. C'est donc une messe très importante. Il y a eu hier soir à minuit avec de nombreux fidèles et de nouveau ce matin à 10h. Donc dans quelques instants, la messe va commencer. Merci beaucoup, Julia, de ces explications en direct de Nazareth. Nazareth, dont on a beaucoup parlé dans nos précédentes parties, qui est une ville importante pour le pèlerinage et pèlerins toujours et touristes chrétiens du monde entier. Regardez ce reportage de Mathias Inbar. Il y a des chrétiens qui arrivent du monde entier et qui passent notamment par Jérusalem en cette période de fête. Regardez. Ces pèlerins chrétiens sont nigérians. C'est en musique qu'ils visitent pour les fêtes de fin d'année les lieux saints de Jérusalem. Après un détour par l'église Dominus Flevi sur le mont des Oliviers, ils se rendent à pied vers le Gethsémané où, selon l'évangile, Jésus et ses apôtres ont prié avant la crucifixion.
Pour le révérend Chouaïbou, c'est l'occasion de prier pour son pays, le Nigeria, également en proie aux violences de Boko Haram. Au-delà du fait que nous prions pour Dieu et Israël, nous prions pour le Nigeria, pour nos défis sécuritaires, pour les prochaines élections générales, que les gens puissent voter librement et qu'elles se déroulent sans violence. Près de 750 000 touristes chrétiens sont attendus en Israël pour ces fêtes de Noël, avant de se rendre dans leur grande majorité à Bethléem pour assister à la messe de minuit. Ces touristes visitent la capitale israélienne. Une manne financière pour les commerçants de la vieille ville. Le tourisme chrétien a rapporté plus de 4 milliards d'euros en 2014. Cela demande un vrai travail de préparation, comme l'explique Isabelle Cohen, guide touristique. On a des formations qui sont très importantes pendant le cours de guide touristique pour survenir aux besoins de ces touristes chrétiens. Parce qu'il faut se rappeler également qu'il n'y a pas uniquement des catholiques, il y a des protestants, il y a des évangélistes, il y a des pentecôtistes, il y a des orthodoxes. Et donc il faut bien savoir quelles sont les différences entre ces différents chrétiens pour ne pas faire d'impair quand on va guider les uns ou les autres. Mais au-delà de l'esprit de la fête, la situation des chrétiens d'Orient préoccupe ces Arabes chrétiens. Ils se disent impuissants face aux persécutions perpétrées par l'État islamique. Le président Assad, je ne suis pas avec lui ou contre lui, mais les chrétiens vivent tranquillement et très bien dans la Syrie. Et regarde qu'est-ce qu'il passe maintenant. Les fanatiques musulmans s'approchent et ils ont fait très mal pour les chrétiens. Nous sommes ici à Jérusalem encore, on regarde les télés et tout, et nous sommes tristes pour eux. Pour les touristes et les fidèles venus comme chaque année pour les périodes de fin d'année, ici au Saint-Sépulcre à Jérusalem, 2014 restera définitivement une année noire pour les chrétiens d'Orient, principalement en Irak et en Syrie. Voilà pour ce reportage de Mathias Inbar. Ça nous permettra de refermer cette page consacrée à Noël. On va rester dans la région avec vous, Myri, pour parler de l'État islamique qui malheureusement fait encore parler de lui, notamment avec le massacre des chrétiens d'Orient. Cette période de Noël, on en parle beaucoup, mais pas seulement. L'État islamique possède son propre magazine en français pour relayer la propagande terroriste. Bah oui, en fait, il est disponible depuis lundi, sur Internet uniquement. 15 pages de propagande, vous l'avez dit, en français, en couleur, et il est trouvable en 2 clics, évidemment, puisqu'il faut rendre les choses plus faciles. Alors, Dar al-Islam, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui veut dire le domaine de soumission à Dieu. Ça veut dire que là où la charia s'applique, donc il s'adresse à ceux qui voudraient faire régner la charia. Il existe déjà un magazine, il faut le savoir, en ligne en anglais depuis le mois de juillet, et dans ce magazine en français, il y a donc des photos de combattants, des versets du Coran, et le titre est d'ailleurs très évocateur de ce premier... Non, il n'y a pas de pub. Enfin, en fait, c'est un magazine promotionnel, hein, si on veut. Donc le titre, c'est « L'État islamique étend son territoire ». Et effectivement, on voit de nombreuses photos de là où se trouverait l'État islamique, comme dans le Sinaï, par exemple, qui est proche d'Israël, la frontière avec Israël. Alors on va revenir à la page du sommaire, si vous le voulez bien. On l'a vu il y a un instant sur les différents chapitres du magazine, on l'a vu un instant. Donc voilà, sur la page du sommaire, il y a la photo d'un passeport français en train de brûler. Voilà, on le voit en fond et un petit peu... voilà, et donc c'est très évocateur. Hein, ce magazine exhorte les Français musulmans à venir en terre d'islam, c'est-à-dire à rejoindre les rangs de l'État islamique. C'est un nouveau pas de l'État islamique dans sa propagande. Il y a une contre-propagande qui est organisée contre elle. Oui, donc en fait, c'est tout le temps, hein, c'est très mouvant, hein, la propagande de l'État islamique s'adapte à l'ère du temps et forcément, il répond aux demandes des jeunes souvent. Et ce magazine-là s'adresse d'ailleurs en français parce qu'ils savent qu'il y a un potentiel en France. Et la contre-offensive, oui, elle s'organise depuis quelques mois déjà et on ne peut pas ne pas parler de ce que le département d'État, le clip que le département d'État a enregistré pour essayer de dissuader les candidats potentiels au djihad. Je vous propose aussi de le regarder. On regarde.
Donc ça veut dire pas besoin d'y aller, en tout cas il n'y aura pas de billet de retour. Ce que le département d'État américain a voulu faire, c'est dire voilà, si vous y allez, vous risquez de mourir, vous risquez de tuer d'autres musulmans, alors que le but normalement c'est il promeut l'islam, l'État islamique. Ça a créé beaucoup de polémiques parce qu'ils utilisaient des images justement de la propagande de l'État islamique, des images très dures et très 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 violentes. Mais contre l'État islamique. Contre l'État islamique, bien sûr. Bon. Est-ce que l'humour est utilisé souvent comme arme ? Bien sûr, évidemment. Et donc, par exemple, des jeunes étudiants musulmans ont tenté justement de jouer sur cette page de l'humour et dire aux autres qui seraient tentés de rejoindre les rangs de l'État islamique, vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent y participer, eh bien, de ne justement pas y aller, et ça donne ça. On va regarder tout de suite. On regarde. The new ISIS-9 Air, a product that includes features such as the logbook to write down the number of people you killed and the number of each one of them with the corresponding number of hasanat. Another key feature you will have with the new ISIS-9 Air is the pre-downloaded ISIS manual, containing a wild plethora of weapons, locations of possible infidels, and a guide to sinful haram deeds and the suitable method of punishment. ISIS-9 Air. Kill differently. Je suis pas sûr que ça me fasse très... C'est un peu glauque comme humour tout de même au réveil en ce matin de Noël. Non, mais ça s'adresse aux jeunes, vous voyez. Bon, vous savez, la nouvelle technologie. Et c'est plutôt enthousiasmant de voir que certains font des efforts justement pour combattre les campagnes de Daesh, je trouve. Ça fait le tour du monde, donc ça c'est pas uniquement cantonné à ces étudiants musulmans qui ont voulu jouer sur le même tableau en fait que l'État islamique, en montrant nous aussi on peut produire des choses et nous sommes contre votre combat et oui. En France aussi. Excusez-moi, je regarde parce que en France aussi, il y a aussi en France, on joue beaucoup avec l'humour, vous le savez, et les guignols de l'info, par exemple, sont très forts. Et je vous propose aussi de regarder un petit extrait parce que vous parlez du département d'État américain, ici c'est Nine pour cette vidéo, mais en France aussi, on sait faire ça. Bien sûr, et là c'est plus subtil, c'est-à-dire que vous savez, dans les guignols de l'info, ils refont l'actualité, et là aussi, ils glissent de temps en temps des petits messages pour dire, faut surtout pas y aller, quoi. Regardez. Bon, on regarde les guignols. Ersan pour finir, l'exode vers la Syrie continue. Hier, un couple originaire d'Isère et ses 4 enfants sont partis faire le djihad. Monsieur Leroux, vous êtes le père de famille, pourquoi ce départ ? Vous avez vu le prix des voyages ? C'est hors de prix les vacances. Oui, c'est vrai. Et pour le prix d'une semaine au Club Med en Grèce, on passe 6 mois en Syrie. Y a pas photo, hein. Mais vous avez pensé aux enfants ? Mais bien sûr, ils sont ravis. Bon, les guignols, c'est un grand classique, ça marche à tous les coups. Merci beaucoup, Myri, Maman, pour ces explications. Merci beaucoup. Bethsabée pour vos 2 chroniques. C'est la fin de ce morning de Noël du jeudi 25 décembre. Merci infiniment à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, un flash d'informations présenté par Elsa Mimoun. Passez une excellente journée sur notre antenne.